Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Après une petite absence, je vous retrouve pour parler de nouveaux lectures et on va commencer tout de suite par parler de mes dernières lectures qui ne sont pas tant mes dernières lectures que ça parce que j'ai accumulé beaucoup de retard en ce qui concerne mes avis lecture en tout genre. Pour tout vous dire, je vais vous parler de livres que j'ai lus cet été alors qu'on est déjà fin octobre, donc je ne suis vraiment pas à jour à ce niveau-là. Toujours est-il que je vais rattraper mon retard progressivement, mais vous allez probablement voir un certain nombre d'avis lecture passer ces prochaines semaines. Il y aura peut-être également d'autres interruptions de programme comme ça a pu être le cas les 2 semaines passées. J'ai pas mal de choses sur le feu en ce moment et je ne sais pas si tout ça me permettra d'être aussi régulière que je l'ai été par le passé. Au niveau des vidéos, j'ai un peu de mal à prioriser ça en ce moment, donc je vais faire au mieux, mais il est possible qu'il y ait des petites interruptions, il est possible qu'il y ait des semaines où il n'y ait qu'une vidéo, etc. Je vous tiendrai de toute façon au courant de tous les changements en temps et en heure. Et de toute façon, on va parler aujourd'hui de 5 de mes dernières lectures bien passées. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par une lecture qui date, comme je le disais, pas mal, puisqu'il s'agit de nul autre que de l'Explora-livre du mois d'août en VO, c'est-à-dire In the Life of Puppets de TJ Klune, que j'ai ici aux éditions Tor. Une couverture que j'apprécie plus ou moins. De loin je trouve qu'elle rend pas mal et de près je trouve que ça fait vieux jeu vidéo un peu bizarre, et c'est marrant parce que ça représente pas mal l'avis que j'ai sur ce livre finalement. Le début était plutôt très cool, assez mystérieux et j'avais envie de savoir la suite. J'ai plutôt bien accroché avec l'humour de l'auteur qui n'était pas sans rappeler pour moi celui de Cœur de foudre, même si peut-être un petit peu plus lourd par certains aspects, et je sais que ça a beaucoup gêné notamment Juliette, Lucie dans une moindre mesure, mais du coup c'est pas quelque chose qui m'a vraiment bloqué dans ma lecture. Cela étant dit, c'est vrai qu'il était très présent et très axé sur le sexe et le pipi caca globalement, notamment avec des personnages robotiques qui sont un petit peu là pour ça et pour faire le comic relief. Donc voilà, globalement dans cette histoire on va suivre le personnage de Victor qui est humain et qui est élevé par des robots et qui vivent tous leur petite vie bon an mal an à côté d'une espèce de décharge où ils récupèrent des pièces pour construire d'autres robots, les retaper, etc. Sauf qu'un jour ils vont tomber sur un autre robot, une espèce d'androïde qui est beaucoup plus évolué que tous les autres robots sur lesquels ils ont mis la main jusque là, et ça va être un petit peu le début des ennuis si vous voulez. Sauf que ce début des ennuis, cette péripétie, ce déclenchement un petit peu de l'intrigue arrive très tard dans le récit. Je pense que il faut bien 100-150 pages sur les 400 du bouquin pour que ça démarre. La situation initiale est très lente à se mettre en place et avec énormément d'humour un peu potage comme je le disais. Donc voilà, c'était un petit peu long, pas inintéressant. Il y a vraiment une ambiance que j'ai beaucoup aimée et des personnages qui étaient assez sympathiques ma foi, mais du coup quand tout va commencer à se détricoter et que toutes les péripéties vont s'enchaîner, il y a des choses qui vont très vite, et typiquement le gros de l'intrigue va se résoudre dans les 200 voire 100 dernières pages, ce qui fait un espèce de gloubi-boulga pas toujours très clair, avec plein de plot twists et de retournements de situation et de choses du lore qui sont pas très bien expliquées et qui sont juste balancées un petit peu rapidement, qui font qu'on peut pas forcément prévoir les rebondissements, les retournements de situation et choses comme ça, donc c'est pas forcément hyper intéressant à ce niveau-là. Et la fin repose un petit peu à mon sens sur un Deus Ex Machina qui pareil aurait probablement pu être bien mieux expliqué si tout avait été plus développé en amont. D'une manière générale, le monde de SF qui est présenté paraît intéressant, mais manque de développement. De même pour un certain nombre de personnages, de même pour la relation entre Victor et le fameux androïde qui est récupéré dans la décharge, parce qu'il y a plein de choses qui sont présentées, qui sont amenées, mais qui sont pas tant développées que ça. Et leur relation en pâtit un petit peu. Pour moi, c'était assez proche de la dynamique de Cœur de foudre, encore une fois, que j'ai plutôt bien apprécié, mais qui était beaucoup plus développée à ce niveau-là. Et du coup, même si je voyais, ou en tout cas je pensais voir où l'auteur voulait en venir avec ce type de relation,
ça manquait un petit peu de matière à mon sens. Au-delà de ça, il y a plein de réflexions qui sont cool, il y a des représentations qui sont chouettes en termes de sexualité, en termes d'homosexualité, de non-binarité, d'asexualité, etc. Mais c'est pareil, ça manque de développement, ça manque de matière. Il y a des références intéressantes, notamment à Asimov et à Frankenstein, donc globalement des classiques de la science-fiction. Et il m'a fallu quand même une bonne moitié du bouquin pour me rendre compte que c'était une réécriture de Pinocchio, alors que je crois que c'est vendu comme tel, hein. C'est la première ligne de la 4e de couverture, mais je pense que ça manquait un petit peu de clarté à certains moments, et même s'il y a des choses très intéressantes dans la réécriture, il y a des choses à côté desquelles je suis un petit peu passée, je pense, mais dans l'ensemble il y a des choses que j'ai beaucoup aimées sur les questions de science-fiction assez classique, hein, en termes de robots, intelligence artificielle, humanité, etc. que ça peut aborder. Il y a des relations qui étaient plutôt cool. La relation entre Victor et l'androïde encore une fois, et la relation entre Victor et son père adoptif, qui pareil est assez classique dans les romans de l'auteur que j'ai pu voir. En tout cas, les relations avec une figure paternelle sont souvent de cet acabit chez Gigi Clone, mais moi c'est des relations que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il fait très bien. Et encore une fois, j'aurais apprécié en avoir un petit peu plus, qui est assez contradictoire parce qu'on passe beaucoup de temps avec son père dans les 100, 150, 200 premières pages du récit où ça traîne un peu en longueur, mais finalement la relation est pas tant développée que ça à ce moment-là, donc c'est un peu étrange. Bref, la fin, outre le Deus Ex Machina, était assez satisfaisante dans l'ensemble, et c'est clairement pas mon roman préféré de l'auteur, mais j'ai passé un bon moment, je l'ai fini, il y a vraiment des bonnes idées et des choses intéressantes dans SF. C'est pas hyper original dans le genre, c'est pas transcendant non plus, mais il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et si jamais il vous intéresse, laissez-vous peut-être tenter, voyez si vous supportez l'humour potage, parce que je pense que c'est un grand point à accepter à la lecture de ce livre, l'autre étant les grosses inégalités de rythme qui ne rendent pas forcément la lecture très fluide. Ensuite, une lecture beaucoup plus positive, et encore en lecture commune, puisque c'est un livre que m'avait offert Lucie à l'occasion de notre swap de printemps, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais très hâte de lire, et on commence tranquillement à les sortir de notre pile à lire débordante de lecture commune. On a lu ensemble avec grand plaisir Passing Strange de Hélène Klages aux éditions ActuSF. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, d'autant plus que je trouve qu'elle représente parfaitement ce récit et qu'on comprend un petit peu toutes les implications de cette image au fur et à mesure de la lecture, ce qui est toujours très cool. Globalement, on va être dans le San Francisco des années 40, où on va suivre un groupe de femmes assez particulières puisqu'elles sont globalement très loin de la ménagère des années 40. Elles vont avoir des points de vue et globalement une vision assez féministe sur les choses qui va aussi un petit peu les éloigner de la vision de la société de l'époque, j'ai envie de vous dire, et c'était hyper cool. Déjà ça commençait extrêmement bien, l'écriture de l'autrice est très agréable, et dès les premières lignes, dès la première page, on est complètement transporté dans cette ambiance, dans ce récit, et avec ces femmes qui sont extrêmement inspirantes. C'est une écriture qui est très imagée globalement et qui fait assez cinématographique finalement, et qui fonctionne encore une fois extrêmement bien, je trouve, avec ce contexte et au milieu de ces milieux queer où se mêlent scientifiques, avocates, danseuses, libre-penseuses. On va avoir un petit peu de magie, alors qui est pas extrêmement développée. Globalement, c'est un petit roman, une grosse novella si on veut, donc on n'a pas énormément de développement d'univers, de développement de système de magie, de lore, etc. Mais néanmoins, ce qu'on a fonctionne très bien, et l'espèce de magie de cartes et qui joue sur la cartographie fonctionne extrêmement bien sans avoir besoin d'en dire énormément. Finalement, on va évoquer un certain nombre de sujets assez importants pour l'époque, typiquement le sujet des personnes queer évidemment, mais également le sujet des personnes racisées, et en particulier la question du privilège d'une femme blanche cis comparée à une femme queer noire dans cette période, ce qui était absolument passionnant et qui amène bien évidemment à l'intolérance, à toutes les lois anti-LGBT qui avaient cours à l'époque et à leurs conséquences qui sont assez dramatiques et absolument affreuses à lire. Très clairement, il y a des passages qui sont très durs à ce niveau-là. Il y a un certain nombre de trigger warnings en termes de violence, d'homophobie, etc. Donc si jamais ce livre vous intéresse, allez-y préparez, et on va en profiter pour parler de violence au sens large et de victimes de violence et des conséquences
que ces violences peuvent avoir, et c'était très très bien traité, je trouve, dans peu de pages. Encore une fois, c'était vraiment juste le bon équilibre à mon sens sur ce sujet-là. On va se baser sur un certain nombre d'événements historiques très concrets, et notamment la foire, l'exposition internationale du Golden Gate, avec tout ce qu'elle renferme et qu'on peut un petit peu explorer à travers les yeux des personnages principaux, qui était vraiment très 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 cool à découvrir. Encore une fois, pour le contexte historique de San Francisco aux années 40, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a aussi toute la question des clubs de jazz, de la musique, avec plein de chansons qui sont citées à l'intérieur du livre et qui sont très plaisantes à écouter pendant la lecture si jamais. On va également parler des pulps et des artistes qui y participaient et de ce rapport à l'art et au côté un petit peu alimentaire de l'art. Il va être question aussi du mélange de la magie et de la peinture dans une scène que j'ai trouvée très 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 cool, et encore une fois hyper visuelle, hyper concrète et très 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 agréable à lire. Je ne vous détaillerai pas plus précisément l'intrigue du récit parce qu'encore une fois c'est tout petit, ça se lit très très vite. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages et j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, et c'est typiquement le genre de livre qui est très très chouette à découvrir comme ça à mon sens. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée sur les différents thèmes abordés, sur l'ambiance du récit. Si vous cherchez une lecture à faire cet automne autour d'Halloween, alors c'est pas halloweenesque particulièrement, mais je trouve que dans l'ambiance, ce côté voilà jazz, un petit peu brumeux, magie, un petit peu mystérieuse, femme puissante, un petit peu sorcière, etc. ça fonctionne extrêmement bien, et pour moi c'est une lecture parfaite pour la saison. Ensuite, j'ai fait une lecture qui n'était absolument pas prévue, pour tout vous dire, qui n'était ni dans ma pile à lire, ni dans ma wishlist, ni dans aucun de mes radars livresques globalement. Je suis tombée sur une citation en scrollant sur Instagram qui ne concernait même pas ce livre-là en particulier, d'ailleurs qui concernait son tome 2, et qui m'a assez intriguée pour que je regarde le titre du livre et que je me renseigne un petit peu sur son résumé, et pour que je me rende compte qu'il s'agissait d'une romance avec vous savez, ce côté un petit peu épistolaire moderne où il y a une histoire de faux numéros et où les personnes commencent à s'envoyer des messages sans trop savoir à qui ils parlent, etc. Un trope de romance qu'on voit de plus en plus, mais pas non plus énormément, et que pour le coup j'affectionne particulièrement. Donc je ne sais pas, c'était le bon livre au bon moment, j'étais juste dans ce mood là, et j'ai feuilleté les premières pages sur mon application d'e-book et j'ai été plutôt bien embarquée, donc je me suis procuré l'e-book dans son intégralité, et j'ai donc lu Mr. Wrong Number, le premier tome de Lynn Painter, qui n'a pas encore été traduit en français d'ailleurs, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'était une lecture complètement spontanée en VO, ce qui est assez rare pour être souligné. Je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais là vraiment je me suis retrouvée happée, et c'était plutôt très cool d'avoir cette lecture complètement spontanée, absolument pas prévue dans aucun challenge ou aucune lecture commune ou quoi que ce soit, et juste choisie sur un coup de tête. Je l'ai lu sur mon téléphone assez rapidement en plus parce que j'avais envie de savoir la suite, c'était plutôt très addictif, et j'ai été agréablement surprise de voir que, outre ce trope de faux numéros et de romance un petit peu épistolaire, il y avait aussi un petit côté roommates, un petit côté enemies to lovers, enfin vraiment plein de tropes assez classiques qui se mélangeaient plutôt bien, je dois dire. En gros, on va suivre un personnage féminin dont le nom m'échappe, qui a une vie un petit peu en bordel globalement, et qui se retrouve à squatter chez son frère parce que son appartement, que dis-je, son immeuble a brûlé, et qui, par un concours de circonstances, se retrouve à envoyer des textos à un inconnu qui a l'air plutôt mignon ma foi, et les échanges de textos étaient très très cool à ce niveau-là. C'est un personnage féminin qui est globalement assez maladroit et malchanceux, et qui a l'air d'avoir une vie un petit peu compliquée ces derniers temps, donc qui essaye de se reconstruire à ce niveau-là aussi, et que dans l'ensemble j'ai trouvé plutôt sympathique, un peu plus que le personnage masculin qui, s'il était très mignon à certains moments, a eu des petites réflexions qui m'ont un petit peu dérangée à d'autres. Typiquement, il était question d'un homme qui babysitait ses propres enfants, ceux avec lesquels j'ai toujours un petit peu de mal. Un autre où c'était un échange de textos assez long sur le fait qu'une femme avait quelque chose sur le menton et que ça le dérangeait énormément, mais qu'il ne lui disait pas, alors qu'il profitait un petit peu du ridicule de la situation finalement. Donc voilà, c'est un personnage masculin qui m'a pas particulièrement convaincu au début, même si il s'améliorait un petit peu dans la suite, d'autant qu'on va avoir au bout d'un moment son point de vue à lui dans le récit qui était plutôt bien fichu et apporte vraiment un plus au récit, je trouve. Il y a pas mal d'échanges qui sont plutôt très efficaces et drôles entre les deux protagonistes, et une relation qui est
assez mignonne qui se met progressivement en place, même si c'est ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire. Il y a énormément de mensonges, ou en tout cas de demi-vérités qui m'embêtent toujours un peu dans ce type de romance, pour lesquelles les responsabilités sont globalement assez partagées, mais le personnage masculin en tient quand même une bonne couche, et ça n'a pas aidé dans ma perception de celui-ci. J'ai noté très clairement dans mes petites notes que c'était un con. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Et c'est le cas d'un certain nombre de personnages, et notamment des personnages masculins, encore une fois, parce que ils sont relativement peu attachants, et encore une fois, j'ai noté que le frère de la protagoniste féminine était aussi un con, donc dans l'ensemble, il y a beaucoup de cons dans cette histoire, et même le personnage féminin était assez cool, mais pouvait avoir des côtés un petit peu énervants parfois, donc voilà, je suis un peu en demi-teinte sur ce récit, et malgré tout j'ai passé plutôt un très chouette moment parce que c'était hyper addictif, et encore une fois que la relation était assez efficace avec des échanges qui étaient très drôles, même si bien évidemment elle reposait sur énormément de mensonges, donc le point de rupture était très attendu et très cliché à ce niveau-là, et extrêmement logique d'une certaine façon, mais prévisible à souhait, donc bien évidemment reposant complètement sur les problèmes de communication des deux personnages, et la résolution qui a suivi était à mon sens un petit peu facile, mais il y a vraiment eu des moments très chouettes avec une relation très mignonne et qui fonctionnait bien. Il y a un petit peu de scènes de sexe mais qui ne sont pas explicites dans le récit si jamais c'est quelque chose qui ne vous plaît pas particulièrement. Dans l'ensemble, c'était vraiment une romance contemporaine efficace, avec une relation qui fonctionnait bien malgré des personnages qui ne sont pas les plus attachants que j'ai pu lire, et à mon sens des clichés qu'il est toujours un petit peu dommage de retrouver dans ce type de romance, que ce soit au niveau de la relation elle-même ou des petites choses que j'ai citées qui sont toujours un petit peu dérangeantes à mon sens. Mais comme je le disais, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette lecture complètement spontanée d'un livre dont je n'avais vraiment jamais entendu parler et qui était dans l'ensemble plutôt chouette, pas prise de tête pour un sou, et c'est globalement ce que je recherchais. Ensuite, autre lecture commune, cette fois-ci avec Lucie, avec Natcha et avec plein de gens sur Instagram, puisqu'on avait fait un groupe pour l'occasion, et c'était très cool de partager tout ça ensemble, même si j'ai un petit peu tardé à finir la lecture commune, j'étais pas du tout dans les clous du découpage. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à celle-ci, et c'est donc Penelope Renz-Itak, le premier tome de Claire North aux éditions Hauteville, dans un très joli hardback sur lequel je m'étais jetée à la sortie il y a maintenant quelques mois. Il était grand temps que ce livre sorte de ma pile à lire, et encore une fois j'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc c'était un plaisir de bout en bout. Ça commence très fort puisque on se rend très rapidement compte que c'est Hera, la narratrice de ce récit, qui va ajouter plein de sel et de verve à tout ça, et un humour absolument formidable qui est complètement omniprésent dans l'histoire et qui, je trouve, lui donne une dimension supplémentaire très chouette. On va du coup parler, c'est dans le titre, d'Ithaque et d'Ulysse, même s'il n'y est pas très présent à ce moment-là, puisqu'on est à la fin de la guerre de Troie, au moment où tous les Grecs sont rentrés chez eux, sauf Ulysse qui, après avoir essayé d'être plus intelligent qu'un cyclope, s'est retrouvé maudit par Poséidon et bloqué à plusieurs moments de son périple. On va parler du regard des poètes sur les Troyens et du point de vue de Héra sur les regards de ces poètes, qui est encore une fois absolument savoureux, et du personnage de Pénélope qui gravite dans tout ça et doit gérer le bordel qui est devenu Ithaque pendant l'absence de son mari, et tous les prétendants qui ont accouru quand ils se sont rendus compte que ça faisait quand même longtemps qu'Ulysse était parti et qu'il était peut-être mort, et qu'il était grand temps de remplir de nouveau la couche de Pénélope et, de façon plus intéressante, la place de roi d'Ithaque. Encore une fois, c'est extrêmement bien raconté par la narratrice, et le personnage de Pénélope est très chouette à suivre. On sent vraiment tout le côté très politique qu'a son rôle à ce moment-là, et toutes les implications que peuvent avoir les plus petits choix, les plus petites interactions sociales, et tout ce à quoi elle peut faire attention, et la solitude qui est la sienne en permanence parce que elle n'est entourée que d'ennemis globalement, et la seule personne qui, outre ses servantes, pourrait être relativement proche d'elle est son fils Télémaque, qui n'est pas très sympathique globalement, en tout cas dans ce livre-là. C'est un adolescent extrêmement couillon, si vous voulez mon avis, et c'est un petit peu difficile d'entrer en relation avec lui pour Pénélope, qui est une femme, ce qui n'intéresse pas particulièrement. On va parler d'un certain nombre d'autres figures masculines de la mythologie grecque.
Zeus le gros con, Agamemnon le gros con, plein de gens fort sympathiques ma foi, qui encore une fois sont extrêmement bien décrits par Héra et qui sont très plaisants à découvrir de ce point de vue là en tout cas. Et on va parler également du destin des femmes et de la façon dont la guerre de Troie les a influencées, que ce soit Hélène, Clytemnestre, Pénélope, et de la façon dont les hommes les ont influencés et choisis finalement. Le postulat de départ et ce que défend Héra, c'est de raconter l'histoire que les poètes ne racontent pas, et c'était vraiment très bien réussi à mon sens. C'est une des réécritures de la guerre de Troie, ou en tout cas de tout ce qui gravite autour de celle-ci, que j'ai trouvé le plus intéressante, parce que ça montre vraiment un point de vue qu'on n'a pas dans l'histoire de la guerre de Troie, le point de vue de Pénélope et le point de vue sur ce qui arrive à Ithaque, et sur vraiment les conséquences très logiques d'avoir cette troupe d'hommes à demeure et à devoir jouer entre toutes les intrigues politiques des uns et des autres. C'est également un point de vue qui est très cinématographique, je trouve, avec plein de moments où on a vraiment des scènes qui nous sont montrées et qui sont déroulées devant nos yeux de façon plutôt très agréable. C'est un récit où il peut y avoir quelques longueurs, mais c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangée, parce que je les ai trouvées relativement cohérentes avec le ton et avec l'ambiance du récit, et ça fonctionnait bien avec l'ensemble. Lucie l'a pas mal comparé à Circé de Madeline Miller, et en ça c'est assez cohérent à mon sens en termes de rythme, en termes de longueur. C'est pas des romans qui se veulent hyper haletants, plein d'aventures, de rebondissements, etc. C'est des récits de vie et d'évolution qui peuvent parfois prendre un petit peu de temps, notamment dans ces contextes-là. Donc en ce sens, c'était pour moi assez logique que certains passages soient plus longs que d'autres, et ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture, bien au contraire. D'autant qu'encore une fois la plume est très agréable, avec des descriptions qui sont extrêmement vivantes. Il y a des descriptions de sensations et de sentiments qui sont assez incroyables, je trouve, qui sont vraiment très marquantes et touchantes et qui fonctionnent extrêmement bien. Autre point pour lequel j'ai trouvé que c'était une réécriture de la guerre de Troie très intéressante, c'est que en plus de cet aspect Ithaque et un petit peu lointain de celle-ci, on va parler de plein de mythes qui gravitent encore une fois autour de la guerre, et on va parler notamment de la malédiction des Artrées avec Électre et Orestre et les conséquences de la trahison de leur mère, donc Clytemnestre face à Agamemnon, et ce que ça implique pour eux et comment ils ont évolué eux à l'issue de cette guerre. Et c'était absolument passionnant. En termes de politique et de personnages féminins, Électre est extrêmement intéressante également, avec un discours qui était absolument incroyable et encore une fois hyper cool à lire. Dans l'ensemble, c'est une réécriture de mythologie éminemment féministe, vous l'aurez probablement compris, où il est question du pouvoir des femmes, de celui que les hommes leur laissent et de celui qu'elles prennent de façon plus ou moins visible, et c'était absolument passionnant, extrêmement bien fait je trouve. C'est le premier tome d'une saga, je sais pas encore si c'est une trilogie ou si ça sera plus long, mais en tout cas je lirai la suite avec grand plaisir. Je pense qu'on se le refera en lecture commune, et si vous n'avez pas encore découvert et que vous avez envie d'une réécriture de mythologie grecque qui change un petit peu, même si on est toujours sur le côté très féministe des choses, encore une fois je trouve que celle-ci apporte vraiment des aspects extrêmement importants à tout ça. Et pour finir, ces dernières lectures qui sont un petit peu éclectiques, hein. On a parlé de science-fiction, de romance contemporaine, de réécriture mythologique, de low fantasy. Il manquait un petit peu d'horreur, n'est-ce pas? On a lu encore une fois en lecture commune avec Lucie L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft, qui est donc une des nouvelles de l'auteur. Je ne sais plus si c'est dans ce volume en particulier, peut-être pas. Toujours est-il que c'est la première nouvelle qu'on lit où la question de Cthulhu et de toutes les divinités chthoniennes de manière générale est abordée de façon vraiment centrale, et on va suivre comme souvent avec l'auteur un personnage qui va découvrir toutes ces questions-là après un héritage et qui va se poser un certain nombre de questions à la lecture d'inscriptions un petit peu curieuses et de découvertes archéologiques plus bizarres les unes que les autres. On a toujours cette dichotomie science-horreur et cette question de la folie qui monte petit à petit et qu'on prend initialement pour un rêve, mais qui se retrouve bien évidemment un petit peu plus complexe que ça. De façon très classique également, il va être question de voyage, de recueil de témoignages, de recueil de preuves en fait finalement, pour toute cette question un petit peu de redonner
un côté très scientifique à tout ça pour ne pas encore une fois sombrer dans la folie. Et du coup c'était un petit peu plus terre à terre que certaines des autres nouvelles et un petit peu moins effrayant à ce niveau-là, je trouve. Cela étant dit, il y a des petits passages qui sont un petit peu creepy tout de même. Et par contre c'est la première nouvelle où ça nous a autant choqué l'une que l'autre avec Lucie, où la question du racisme était vraiment beaucoup plus présente également. Il y a à plusieurs moments le N-word, il y a plein de remarques qui sont, c'est même pas limite, c'est juste affreuse. Donc c'est un petit peu gênant dans la lecture et ça a peut-être aussi un petit peu empêché que je rentre dedans autant que pour les autres. C'est à savoir si vous voulez vous lancer dans Lovecraft, même si je pense que c'est assez connu. Il y a pas mal de racisme et de sexisme dans ses œuvres et dans celle-là, typiquement, c'est vraiment beaucoup le cas, donc allez-y en toute connaissance de cause si jamais vous voulez tenter l'expérience. On continuera de toute façon je pense à lire tranquillement les autres nouvelles parce que on en a encore pas mal à découvrir et que ça reste très intéressant, et dans le monde de la science-fiction et de l'horreur ça se pose quand même là et il y a plein de références qui sont très chouettes, mais il faut garder en tête qu'il y a vraiment énormément de propos très discriminants à plein de niveaux et à mon sens c'est important d'en parler. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou si certains vous tentent, si vous avez lu d'autres romans des auteuristes dont j'ai parlé également, si vous avez des recommandations à me faire dans un des genres que j'ai présenté, parce que encore une fois j'ai ratissé assez large cette fois-ci. Comme je le disais, il va probablement y avoir pas mal de vidéos dernière lecture dans les prochaines semaines, le temps que je rattrape un petit peu mon retard. J'ai vraiment pas mal de livres à vous présenter. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous vos commentaires pendant mon absence et votre soutien globalement, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.